Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, seul l'un de nous deux compte vraiment. Avant de partir avec nos parents pour son voyage d'anniversaire. Alors j'ai répondu, merci de l'avoir enfin dit à voix haute. Puis je suis parti aussi. Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et a dit, seul l'un de nous deux compte vraiment, avant de partir avec nos parents pour son voyage d'anniversaire. Alors, j'ai répondu, merci de l'avoir enfin dit à voix haute. Puis je suis parti aussi. En grandissant, j'ai vite appris que certains enfants naissent pour être des trophées et d'autres pour être des meubles. J'étais le meuble. Amandine était le trophée. Mes parents l'ont clairement montré dès qu'elle a su marcher. C'est le jour de son anniversaire que tout a implosé. Mon père a laissé tomber une pile de papier sur le comptoir de la cuisine pendant que ma mère fermait la 3e valise d'Amandine. Je suis resté là comme un idiot, attendant que quelqu'un me dise où étaient mes bagages. Tu t'occuperas de tout ça pendant notre absence, m'a dit mon père. Les professeurs d'Amandine ont accepté de prendre ses devoirs en retard puisqu'elle est en croisière familiale. Considère ça comme ton cadeau d'anniversaire pour elle. Laissez-moi revenir en arrière, car tout n'a pas commencé avec une croisière. Le favoritisme n'était pas nouveau. Il a été présent toute ma vie. Ça n'a fait qu'empirer en vieillissant. Des petites choses au début. Elle a eu la plus grande chambre, l'ordinateur portable le plus récent, la voiture avec moins de 300 000 km au compteur. Son compte épargne pour ses études recevait des dépôts réguliers. Le mien prenait la poussière. Mes parents payaient ses tenues de pom-pom girl et ses frais de compétition sans sourciller. Mon équipement de lutte provenait de l'argent de mon job d'été. Papa disait des choses comme « les filles ont besoin de plus de soutien » ou « ta sœur a des obligations sociales ». Maman était pire. Elle nous montait activement l'un contre l'autre, puis jouait la surprise quand Amandine me traitait comme une ordure. Le vrai changement s'est produit vers l'année de seconde d'Amandine, quand elle a compris que pleurer lui permettait d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Je l'ai regardé perfectionner sa technique comme une expérience scientifique. Nos parents tombaient dans le panneau à chaque fois. Premier incident majeur, elle m'a emprunté mon ordinateur portable pour un contrôle d'histoire. Elle a juré de me le rendre avant 21h. J'avais un devoir à rendre. À 22h, j'ai frappé à sa porte. Elle m'a dit de ficher le camp. À minuit, j'ai frappé à nouveau. Elle est sortie en pleurant, a dit à nos parents que je l'avais harcelée toute la nuit pendant qu'elle essayait d'étudier, et a inventé des conneries en disant que je l'avais traitée d'idiote. Papa m'a regardé comme si j'avais commis un crime de guerre et m'a envoyé dans ma chambre sans même écouter ma version. Mon ordinateur est réapparu le lendemain avec un écran fissuré et des taches de café sur tout le clavier. Quand je leur ai montré, Amandine a pleuré encore plus fort et a dit que j'essayais de la piéger parce que j'étais jaloux de ses notes. Maman m'a obligé à m'excuser auprès d'elle. Après ça, j'ai appris à me taire et à rester invisible. Amandine créait le chaos. On me blâmait. Toute protestation faisait de moi le méchant. Le schéma se répétait en boucle. L'annonce de la croisière a eu lieu 3 semaines avant son anniversaire. Ils ont organisé une réunion de famille. Papa a expliqué qu'ils avaient prévu quelque chose de spécial pour les 18 ans d'Amandine, une croisière de 8 jours dans les Caraïbes, un voyage de 9 jours porte à porte, avec tout le tralala. Toute la famille y va, a dit maman avec un grand sourire. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Peut-être que cette fois, c'était différent. Luc reste à la maison, évidemment, a ajouté maman comme si elle parlait de la météo. Il faut bien que quelqu'un surveille la maison et s'occupe des devoirs d'Amandine. Elle ne peut pas être stressée par les cours pendant qu'elle fête son anniversaire. L'excitation est morte sur le coup. Le sourire d'Amandine était du pur poison. Tu as bien compris, Luc. C'est mon jour spécial, mon voyage. Certains d'entre nous comptent vraiment. J'ai hoché la tête parce que discuter avec eux, c'était comme parler à un mur. J'ai dit que je comprenais et je suis allé dans ma chambre. Les 3 semaines suivantes ont été un enfer. L'excitation d'Amandine emplissait chaque recoin de la maison. Des sacs de shopping apparaissaient quotidiennement. Maman l'emmenait pour des soins au spa, des manucures et pédicures. Papa lui a acheté un appareil photo sous-marin qui coûtait plus cher que mon assurance auto. Ses amis venaient constamment pour glousser sur sa chance. Et Amandine s'assurait que j'étais à portée de voix pour chaque conversation. Je suis tellement bénie, disait-elle de cette fausse voix douce.
J'ai passé ces semaines à chercher du travail. Mon anniversaire tombait 4 jours après leur départ et j'en avais assez. Avoir 18 ans signifiait la liberté légale. Ça voulait dire que je pouvais ouvrir un compte en banque sans leur nom dessus. Ça voulait dire que je pouvais partir. J'ai trouvé un travail dans un entrepôt de l'autre côté de la ville. À temps plein, salaire décent, avantages sociaux après 3 mois. J'ai dit à mes parents que c'était un travail à temps partiel pour m'occuper pendant leur absence. Ils n'ont même pas fait semblant d'écouter. Mais j'ai aussi appelé mon grand-père, Gauthier. Il vivait à 2 régions de là et était le seul à m'avoir jamais traité comme une vraie personne. Je lui ai parlé de la croisière, de la pile de devoirs, de tout. Sa réponse n'a été que de 4 mots, bien. Va-t'en, mon fils. C'est là que j'ai su que je prenais la bonne décision. Le matin de leur départ, j'ai mis mon réveil à 4h30. Une partie démodée de moi pensait encore que les familles étaient censées se dire au revoir correctement. Papa était déjà dans la cuisine, consultant son téléphone, quand je suis descendu. J'ai dit « Bonjour », il a grogné. Ce fut l'étendue de notre interaction. Amandine est descendue en trombe, portant une nouvelle tenue. Elle m'a regardé et son visage s'est renfrogné. C'est à ce moment-là que papa a pris l'énorme pile de devoirs et l'a posée devant moi. Les professeurs d'Amandine ont accepté de prendre ça en retard puisqu'elle voyage pour son anniversaire. Il faut que ce soit fait et rendu lundi matin, sinon elle rate 3 matières. J'ai fixé la pile, des dissertations de français sur des livres qu'elle n'avait certainement pas lus. Des fiches de maths qu'elle avait ignorées tout le semestre. Un projet d'histoire sur la guerre froide, avec citations et bibliographie. 30, peut-être 40 heures de travail. Vous êtes sérieux, là? Ai-je l'air de plaisanter? La voix de papa avait ce ton tranchant. Tu vis sous notre toit, tu manges notre nourriture. C'est une simple demande. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai un travail qui commence lundi. Alors gère mieux ton temps. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Maman est apparue avec l'oreiller de voyage d'Amandine et sa précieuse couverture. Mon chéri, ne te bats pas. Les arrangements sont déjà pris avec ses professeurs. Fais simplement le travail. Amandine s'examinait les ongles. Honnêtement, Luc, la plupart des gens de notre âge arrivent à concilier travail et études. Arrête de faire ton cinéma. Ce sont tes devoirs, tes notes. Elle a haussé les épaules. Et tu es mon frère. Les frères s'entraident. C'est comme ça que ça marche. J'ai regardé ma mère, puis mon père, attendant que l'un d'eux reconnaisse à quel point c'était insensé. Aucun ne l'a fait. Ils passaient déjà à autre chose, vérifiant l'heure et calculant le trafic. Vous partez pour combien de temps, ai-je demandé. Le rire d'Amandine était cruel. Assez longtemps pour que tu contribues enfin à quelque chose d'utile dans cette famille. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Maman m'a fait un vague signe de la main. Papa n'a même pas regardé en arrière. Amandine m'a envoyé un baiser depuis la fenêtre de la voiture. La maison est devenue silencieuse et je suis resté dans cette cuisine, à regarder des devoirs qui n'étaient pas les miens. Sentant quelque chose se poser dans ma poitrine. J'ai pris la pile et je l'ai mise sur mon bureau. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. Grand-père Gauthier a répondu à la 2e sonnerie. Tu pars aujourd'hui. Dès que j'ai fini de faire mes bagages. Bien, mon garçon. Tu as besoin d'argent? J'ai fait des économies. J'ai trouvé un travail et loué une chambre. Tout va bien. Il y a eu une pause. Puis il a dit quelque chose qui n'a eu de sens que plus tard. Tes parents vont regretter ça, Luc, plus qu'ils ne l'imaginent. Concentre-toi sur toi-même maintenant. Je m'occupe du reste. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. J'ai juste dit merci et j'ai raccroché. Ce samedi-là, je l'ai passé à emballer des vêtements, mon ordinateur, des documents que je rassemblais depuis des semaines. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, bulletin scolaire. J'avais demandé des duplicata au secrétariat du lycée, prétextant que j'en avais besoin pour des dossiers d'inscription dans le supérieur. La montre de mon grand-père qu'il m'avait donnée. Tout tenait dans 2 sacs de sport et un sac à dos. 18 ans dans 3 sacs. Puis j'ai commencé le vrai travail, les photos. Notre maison en était couverte. Les murs du couloir,
la cheminée, chaque étagère et surface. J'ai procédé méthodiquement. Toute photo où j'apparaissais a été enlevée. J'en ai gardé quelques-unes, datant d'avant que les choses ne tournent mal. La plupart, je n'en avais pas besoin. C'étaient des mensonges de toute façon. De faux sourires cachant des années d'invisibilité. Pour chaque photo que j'ai retirée, j'ai laissé le cadre vide. Je voulais qu'ils voient exactement de combien de moments j'avais été effacé. Je voulais qu'ils entrent et ne voient que des espaces vides là où j'étais. Ça m'a pris 3 heures. Ensuite, je me suis occupé des devoirs d'Amandine. Je ne les ai pas jetés. Au lieu de ça, j'ai lu chaque devoir, j'ai vu exactement le peu de travail qu'elle avait fourni tout le semestre, et j'ai tout remis en une pile soignée. J'ai laissé un post-it dessus, en grosses lettres, pas mon problème. Bonne chance. Puis j'ai pris le calendrier familial accroché au mur de la cuisine. La fierté de maman, codée par couleur et organisée au millimètre près. Les affaires d'Amandine étaient en violet. Rendez-vous chez le médecin, entraînement de pom-pom girl, sortie entre amis, journée au spa. Mes dates limites pour les inscriptions post-bac étaient au crayon, facile à effacer. Mon anniversaire n'était même pas noté. J'ai pris un marqueur rouge, j'ai entouré la date dans 5 jours et j'ai écrit « Luc a 18 ans et déménage », dans les plus grandes lettres possibles. Je l'ai laissé ouvert sur le comptoir où il le verrait en premier. Puis je suis sorti, j'ai fermé la porte à clé et j'ai conduit jusqu'à mon nouveau logement. Sans jamais regarder en arrière. Mon anniversaire est arrivé à 5 heures du matin sur le parking d'un entrepôt. Pas de gâteau, pas de carte, pas de famille chantant faux. Juste moi, dans ma voiture, buvant un café de station-service et regardant le soleil se lever, en pensant que c'était déjà mieux que n'importe quel anniversaire qu'il m'avait offert. Le travail à l'entrepôt était exactement ce dont j'avais besoin. Décharger des camions, déplacer des stocks, scanner des boîtes. Mon superviseur, Antoine, était un type d'une 50aine d'années avec une barbe et une claudication due à une opération du genou qui avait mal tourné. Il m'a regardé le premier jour et a dit que j'avais l'air de quelqu'un qui fuyait quelque chose. Je lui ai dit que c'était plutôt comme courir vers quelque chose. Il a ri et a dit que c'était généralement mieux. Antoine est devenu la première personne depuis longtemps à me traiter comme si j'avais de la valeur. Il m'a montré les ficelles du métier, sans me surveiller. Il m'a donné de vraies responsabilités. Au 3e jour, il me faisait former les nouveaux. Au 5e jour, il m'a dit que j'avais du potentiel et m'a demandé si je comptais rester sur le long terme. Je lui ai dit, oui, et je le pensais. La chambre que j'avais louée était dans une maison appartenant à une femme, Marguerite. Fin de la soixantaine, enseignante à la retraite, elle avait perdu son mari quelques années auparavant. Elle avait converti 2 chambres en location pour l'aider avec les dépenses et parce qu'elle disait que la maison était trop silencieuse seule. Ma chambre était petite, un lit, un bureau, une commode. Mais personne ne criait à travers les murs. Personne ne me reprochait des choses que je n'avais pas faites. Les règles de Marguerite étaient simples. Garder propre. Pas de bruit après 22 heures. Payer le loyer à temps. C'est tout. Pas de manipulation. Pas de culpabilisation. J'avais l'impression d'avoir déménagé sur une autre planète. Les jours se confondaient. Travail à 6 heures, retour à la maison à 16 heures. Dîner rapide, études pour les cours que je finissais encore, sommeil à 22 heures. La routine était stable. Chaque jour qui passait sans que quelqu'un me crie dessus ou qu'Amandine sabote quelque chose était la preuve que j'avais pris la bonne décision. Je n'ai pas contacté mes parents. Ils ne m'ont pas contacté non plus, ce qui faisait moins mal que prévu. Ils s'éclataient sur un bateau de croisière et moi je déplaçais des caisses dans un entrepôt. Et d'une certaine manière, j'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Le 8e jour, je suis retourné à la maison une dernière fois. J'avais encore ma clé. Je devais récupérer quelques affaires que j'avais oubliées, honnêtement, je voulais voir s'ils avaient appelé ou envoyé des SMS. Mon téléphone était éteint depuis des jours. La maison semblait morte. J'ai traversé les pièces, récupérant les derniers essentiels. Mon bon manteau d'hiver, quelques livres, les médailles de lutte que j'avais gagnées et qu'ils avaient fourrées dans un tiroir. J'ai vérifié mon téléphone avant de partir. 20 appels manqués, 2 messages vocaux, 12 textos, tous des 6 dernières heures. J'ai tout supprimé sans écouter ni lire.
J'ai bloqué les 3 numéros. Puis je suis sorti, j'ai verrouillé la porte pour la dernière fois et je suis retourné chez Marguerite. Ma nouvelle vie m'attendait. Il pouvait se débrouiller seul. Les appels n'ont pas cessé. Ils allaient juste sur la messagerie vocale. Je n'ai jamais vérifié. À la place, j'ai reçu un appel de Monsieur Charpentier, mon professeur d'histoire, le seul adulte à l'école qui avait jamais remarqué que quelque chose n'allait pas dans ma famille. Luc, je dois te parler. Tes parents ont appelé le lycée pour demander où tu te trouvais. Ils ont aussi appelé au sujet des devoirs manquants d'Amandine. Il a fait une pause. Tu veux me dire ce qui se passe? J'ai déménagé, j'ai trouvé un travail et un logement. Je vais bien. Et les devoirs qu'ils ont mentionnés? Pas mes devoirs, pas mon problème. Amandine a eu tout le semestre pour les faire. C'est son problème. Un long silence s'est installé. Puis Monsieur Charpentier a dit quelque chose qui m'a surpris. Tant mieux pour toi, Luc. Tu mérites mieux. Mais tes parents insistent. Ils viennent au lycée demain et ils pensent que tu es en danger ou que tu as été kidnappé, ou quelque chose de dramatique. Dites-leur que je suis majeur et que je ne veux aucun contact. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Je le ferai. Mais ils exigent aussi que le lycée te force à faire les devoirs d'Amandine, puisqu'il s'était arrangé avec ses professeurs. Je te préviens juste que ça va devenir compliqué. Laissez faire. Je ne ferai pas ces devoirs. Il a ri. Je n'ai jamais pensé que tu le ferais. Prends soin de toi, gamin. Ce soir-là, Marguerite a frappé à ma porte. Tes parents sont là. Ils sont sur le perron et ils ont l'air agités. J'ai pensé que tu devrais le savoir avant qu'ils ne commencent à faire une scène. Mon estomac s'est noué. Vous leur avez dit que j'habitais ici? Je leur ai dit que j'avais un locataire nommé Luc, mais que je ne discute pas de mes locataires avec des étrangers. Ils sont insistants, cependant. Tu devrais t'en occuper. Je l'ai suivi en bas. Par la fenêtre, je pouvais voir papa faire les 100 pas sur la pelouse comme un animal en cage. Maman était assise dans la voiture, sur son téléphone. Amandine était à l'arrière, consultant le sien. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur le porche. Marguerite est restée à l'intérieur, mais visible. En renfort si j'en avais besoin. Papa m'a repéré et son expression est passée du soulagement à la rage en une demi-seconde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Luc? Où étais-tu passé? Ta chambre est vide. Tu ne réponds pas aux appels. Et Amandine est en train de rater 3 matières parce que tu n'as pas fait son travail. J'ai déménagé. On voit ça. Sa voix montait. Pourquoi? Tu es encore au lycée. Tu as des responsabilités ici. Les devoirs d'Amandine ne sont pas ma responsabilité. Maman est sortie de la voiture, son visage crispé par la colère. Luc, arrête ça. Tu es puéril. Si c'est à propos de la croisière, on peut en parler. Mais t'enfuir et saboter l'éducation de ta sœur est inacceptable. J'ai déménagé. Il y a une différence. J'ai un emploi. Je paie un loyer. Et je me débrouille très bien. Tu ne peux pas simplement partir, a dit papa. Sa mâchoire était serrée. Tu rentres à la maison tout de suite. J'ai 18 ans. Vous ne pouvez pas m'y forcer. Nous sommes tes parents. Vous étiez mes parents quand vous m'avez laissé à la maison pendant des vacances pour faire les devoirs de quelqu'un d'autre. Vous étiez mes parents quand vous avez oublié que mon anniversaire existait. Vous étiez mes parents quand vous avez passé 18 ans à me faire comprendre que j'étais moins important qu'elle, ai-je dit en désignant la voiture où Amandine regardait. Alors, non, ça va comme ça. Amandine est finalement sortie. Le visage rouge. T'es tellement dramatique. Tu es en colère parce que tu n'as pas pu venir à mon voyage d'anniversaire. Grandis un peu, Luc. Le monde ne tourne pas autour de toi. J'ai ri. Ouais. Je ne voudrais pas que le monde tourne autour de moi. C'est ton travail, non? J'avais besoin d'aide. Tu avais besoin que quelqu'un fasse ton travail parce que tu as passé tout le semestre à ne rien faire. Maman s'est approchée. Luc, s'il te plaît. On peut arranger ça. Rentre juste à la maison pour que les choses redeviennent normales. Normales?
Ou je suis invisible sauf quand vous avez besoin de quelque chose? Ou Amandine a tout et moi ce qui reste? J'ai secoué la tête. Je suis bien où je suis. Tu as enlevé toutes les photos, dit soudain maman. Toutes celles où tu étais. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que si je ne suis pas assez important pour être emmené en vacances en famille, je ne suis pas assez important pour être sur les photos de famille. Le visage de papa devenait rouge. Il s'est approché, juste au pied des marches du porche. Tu es manipulateur. Tu essaies de nous punir. Non, j'établis des limites. Je me retire d'une situation qui était malsaine. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez pour vous sentir mieux. Espèce de petit ingrat, papa a commencé à monter les marches, sa main tendue vers mon bras. Tu rentres à la maison tout de suite. J'ai reculé. Ne me touche pas. Je suis ton père et je suis un adulte qui te dit non. C'est alors qu'il a attrapé ma chemise, me tirant en avant assez fort pour que je perde l'équilibre. Son autre main s'est levée et m'a poussé en arrière contre la rampe du porche. Tu n'as pas le droit de quitter cette famille comme si nous n'étions rien, dit-il, agrippant toujours ma chemise. Son visage était à quelques centimètres du mien, rouge et tordu de colère. Lâchez-le. La voix de Marguerite a retenti depuis l'embrasure de la porte. Tout de suite. La main de papa s'est resserrée sur ma chemise. Ça ne vous regarde pas. Ça me regarde quand quelqu'un agresse mon locataire sur ma propriété. Lâchez-le. Maman était sortie de la voiture maintenant, se précipitant vers le porche. Denis, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a poussé à nouveau, plus fort cette fois. Mon dos a heurté la rampe et une douleur fulgurante a traversé mes épaules. Tu rentres à la maison où je te traîne de force. J'ai gardé une voix calme, même si mon cœur battait la chamade. Tu poses encore une fois la main sur moi et j'appelle les flics. Tu vas quoi? Il a vraiment ri, mais n'a pas lâché prise. Appeler les flics sur ton propre père. Bien sûr. Marguerite avait déjà son téléphone à la main. J'appelle la police tout de suite. J'ai tout filmé avec la caméra de ma sonnette, aussi. Dernière chance de le lâcher. Maman a attrapé le bras de papa. Denis, s'il te plaît, lâche-le. Il a tenu bon encore quelques secondes, me fixant. Quand je n'ai pas bougé, pas réagi, il m'a finalement poussé une dernière fois et a lâché. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Tu rentreras à la maison, que tu le veuilles ou non. La police est en route, dit calmement Marguerite. Elle enregistrait toujours. Amandine se tenait près de la voiture, le téléphone levé, filmant tout. Pour une fois, elle avait l'air mal à l'aise. Maman tirait sur le bras de papa, essayant de le ramener à la voiture. Il a descendu les marches à reculons, me pointant du doigt. Tu fais une énorme erreur. Je suis assez sûr que c'est toi qui viens de faire la plus grosse, ai-je dit. Ils sont montés dans la voiture et sont partis. Papa a démarré en trombe, laissant des traces de pneus dans l'allée de Marguerite. Marguerite a baissé son téléphone. Ça va? Mes épaules me faisaient mal là où j'avais heurté la rampe, mais rien de grave. Ouais, ça va. J'ai des images claires de tout. La caméra de la sonnette a tout enregistré. C'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Je suis resté là, à y réfléchir. Une partie de moi voulait laisser tomber. Les drames familiaux ne valaient pas la peine. Mais une autre partie, celle qui avait passé 18 ans à se faire bousculer de différentes manières, savait que c'était différent. Il avait franchi une ligne, et le laisser la franchir sans conséquence signifiait simplement qu'il recommencerait. Pouvez-vous m'envoyer cette vidéo? C'est déjà fait. Et Luc, les gens comme ça n'arrêtent que lorsqu'ils font face à de vraies conséquences. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Je leur ai raconté toute l'histoire et leur ai montré la vidéo. Ils ont pris des photos des marques rouges sur mes épaules, là où la rampe s'était enfoncée. Ils ont pris la déposition de Marguerite comme témoin. Une agente, une femme nommée Bélanger, s'est assise avec moi dans le salon de Marguerite pendant que son partenaire prenait des notes. « Vous avez 18 ans ?» a-t-elle demandé. « Oui, je les ai eus pendant qu'ils étaient en vacances. »« Et vous avez déménagé légalement. Vous avez un bail ici ? » ?»« Un contrat de location au mois. »« Je peux vous le montrer. » Elle a hoché la tête.
Votre père a posé les mains sur vous 2 fois, vous a poussé contre une rampe et a menacé de vous forcer physiquement à partir avec lui. Ce sont des voies de fait et coups et blessures. Voulez-vous porter plainte? J'ai regardé Marguerite. Elle a hoché la tête. Oui. D'accord, nous allons déposer un rapport. Vous devrez venir au commissariat demain pour faire une déclaration officielle. Avec la preuve vidéo et le témoignage, ça devrait être assez simple. Vous devriez aussi penser à une ordonnance restrictive, surtout s'il a menacé de revenir. Il l'a fait. L'agent de Belanger m'a tendu une carte. Appelez ce numéro demain. Ils peuvent vous guider pour la procédure d'ordonnance restrictive. Compte tenu de ce qui s'est passé ce soir et des menaces, vous devriez pouvoir obtenir une ordonnance temporaire immédiatement, avec une audience complète dans quelques semaines. Après leur départ, je suis resté assis sur le canapé de Marguerite, engourdi. Elle m'a apporté un thé et s'est assise en face de moi. Tu as bien fait, a-t-elle répété. Ça ne me semble pas juste. J'ai l'impression d'avoir fait exploser ce qui restait de ma famille. Ta famille a explosé il y a des années. Tu as juste arrêté de faire semblant que l'explosion n'avait pas eu lieu. Le lendemain, je suis allé au commissariat, j'ai fait ma déposition et j'ai commencé les démarches pour l'ordonnance restrictive. La femme qui m'aidait a été patiente, m'expliquant tout. L'ordonnance temporaire a été accordée immédiatement sur la base de l'agression et des menaces. L'audience complète a été fixée à 2 semaines plus tard. Papa a reçu les papiers à son bureau. J'ai appris plus tard par Monsieur Charpentier que ma mère avait appelé le lycée en pleurant, disant que je détruisais leur famille. Monsieur Charpentier lui a gentiment répondu que les accusations de voies de fait avaient tendance à faire ça. Les jours suivants ont apporté d'autres tentatives de contact, des messages vocaux que je n'ai pas écoutés, des textos qui sont allés vers des numéros bloqués. Monsieur Charpentier a rappelé pour dire que mes parents s'étaient présentés au lycée, exigeant qu'ils me forcent à faire les devoirs d'Amandine et leur disent où je vivais. Je leur ai dit que ni l'un ni l'autre n'arriverait. J'ai tout documenté et je les ai informés que vous êtes un adulte qui a demandé à ne pas être contacté. Ils n'étaient pas contents. Votre père menaçait d'appeler la police. J'ai ri. Pourquoi faire? J'ai 18 ans et je suis parti volontairement. Il n'y a pas de crime ici. C'est ce que je leur ai dit. Ils sont partis, mais votre mère pleurait et votre père menaçait de prendre des avocats. Je pensais que vous devriez le savoir. Soyez prudent, Luc. Par des gens encore au lycée, j'ai appris que la situation scolaire d'Amandine était passée de mauvaise à catastrophique. Elle avait été mise en probation académique. Les professeurs ont refusé d'accepter les travaux en retard puisqu'ils ne se sont jamais matérialisés. Mes parents ont essayé de soutenir que j'avais accepté de les faire, mais sans moi pour le confirmer ou les faire, il n'y avait rien à soumettre. Elle allait rater 3 matières. Les cours d'été étaient sa seule option pour rester sur la bonne voie pour le bac. Je n'ai ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Le travail est devenu mon encre. Antoine a remarqué que j'arrivais tôt, que je restais tard, que je travaillais plus dur que des gars 2 fois plus âgés. Il a commencé à me donner plus de responsabilités, former des gens, gérer les stocks, coordonner les plannings des camions. Une semaine, j'ai remarqué que notre planning de chargement faisait attendre les camions pendant des heures à cause de l'organisation des quais. J'ai passé une pause déjeuner à élaborer un meilleur système de rotation. J'ai montré ça à Antoine et il l'a mis en place le lendemain. Cela a réduit nos coûts d'heures supplémentaires de 12% ce mois-là. Il n'en a pas fait toute une histoire, il m'a juste tapé sur l'épaule et a dit que je pensais comme un cadre. Après 3 semaines, il m'a pris à part pendant une pause. Tu prévois de rester sur le long terme, a-t-il demandé. C'est le plan. Bien. Je te nomme chef d'équipe. Ça vient avec une augmentation et de meilleurs avantages. Tu l'as mérité. L'augmentation était suffisante pour que je puisse commencer à économiser de l'argent sérieusement. De l'argent pour les études, pour les urgences, pour un avenir qui était le mien. Antoine est devenu une sorte d'ami. Nous déjeunions ensemble, et il me racontait des histoires sur le nouveau mari de son ex-femme, qui était apparemment nul en barbecue et en pêche. Un jour, il m'a posé des questions sur ma situation familiale. Je lui ai donné les grandes lignes, y compris les accusations de voies de fait. Bien, dit-il sèchement. Les actions ont des conséquences. Tu l'as tenu pour responsable. Il faut du courage pour ça.
L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu 2 semaines après l'agression. Je me suis présenté avec Marguerite. Le rapport de police, la preuve vidéo et les photos des bleus qui s'étaient formés sur mes épaules. Papa est venu avec un avocat et maman. L'audience a duré moins de 30 minutes. La juge a regardé la vidéo, lu le rapport de police, entendu les deux parties. L'avocat de papa a essayé de dire que c'était un conflit familial qui avait mal tourné, que j'exagérais pour attirer l'attention, que mon père essayait juste de ramener son fils troublé à la maison. La juge n'a pas mordu. Votre client a attrapé le demandeur, l'a poussé 2 fois contre une rampe et a menacé de le retirer de force de la propriété. Ce sont des voies de fait et coups et blessures. Ajoutez à cela les menaces de revenir et de finir ça, et nous avons des motifs clairs de protection. Elle a accordé une ordonnance restrictive complète pour 12 mois. Papa devait rester à 150 mètres de moi, de la propriété de Marguerite, de mon lieu de travail et de mon lycée. Il ne pouvait pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Le visage de papa est devenu rouge quand la juge a lu les termes. Maman s'est mise à pleurer, mais aucun ne pouvait rien dire qui puisse changer la décision. Sortir de ce palais de justice m'a fait du bien. Vraiment du bien. 3 semaines après mon départ, mon téléphone a sonné, un numéro que je n'avais pas bloqué. Grand-père Gauthier. Ta mère m'a appelé, dit-il sans préambule. Elle m'a fait tout un discours sur ton départ dramatique et à quel point ils sont inquiets. Mais Luc, nous devons parler. Peux-tu venir me voir le week-end prochain? Il y a quelque chose que tu dois savoir, et c'est mieux en personne. Je te paierai l'essence. Viens, c'est tout. Le trajet jusqu'à la maison de grand-père Gauthier a duré 4 heures, à travers des routes de campagne et des terres agricoles. Sa maison se trouvait sur 8 hectares à l'extérieur d'une ville si petite qu'elle n'avait pas de feu de circulation. Je lui avais rendu visite peut-être 3 fois en grandissant. Maman avait toujours une excuse pour que nous n'y allions pas plus souvent. Trop loin, trop occupé, trop cher. Maintenant, je me demandais si elle ne m'avait pas tenu à l'écart exprès. Grand-père Gauthier m'a accueilli sur le porche. Il avait plus de 70 ans mais bougeait encore comme un homme de 20 ans de moins. Ancien marine, électricien à la retraite et le seul adulte de ma famille à m'avoir jamais traité avec un respect élémentaire. Tu as l'air en forme, dit-il en me serrant dans ses bras. À l'intérieur, il nous a servi du café et nous nous sommes assis à sa table de cuisine. Il m'a étudié un long moment avant de parler. Je vais te dire quelque chose que tes parents ne savent pas encore. J'ai changé mon testament il y a 6 mois. J'ai cligné des yeux. D'accord. J'observe comment ils te traitent depuis des années. Chaque fois que tu appelais, chaque fois que nous parlions, je l'entendais dans ta voix. La façon dont ils te rendaient invisible. La façon dont il donnait tout à ta sœur et te laissait les miettes. Il s'est adossé à sa chaise. Cette maison, la terre, mes économies, mes investissements, tout devait être partagé entre ta mère et ton oncle. Mais j'ai changé ça. Maintenant, tout te revient. Je l'ai regardé, bouche bée. Grand-père, je ne peux pas. Tu ne prends rien. Je donne. Quand je ne serai plus là, tu auras une vraie sécurité. Ta mère, ton père, ta sœur, ils n'auront rien. Mais ils vont devenir fous. Laisse-les. Son sourire était acéré. Ils ont perdu le droit à mon argent quand ils ont traité mon petit-fils comme une ordure. J'ai déjà tout réglé avec mon avocat. Ils peuvent contester autant qu'ils veulent, ça ne changera rien. Je suis resté assis là, essayant de digérer l'information, une maison, des terres. Une vraie sécurité que je n'avais jamais imaginée. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Parce que je veux que tu saches que tu as un avenir, Luc. Tu construis ta propre vie, et c'est bien. Mais je veux que tu saches que tu as des fondations qui t'attendent le moment venu. Ne les laisse pas te manipuler avec de l'argent, des larmes ou des menaces. Tu es à l'abri. Ils ne le savent juste pas encore. Nous avons passé le reste de la journée à parler. Il m'a posé des questions sur mon travail, mon logement, mes projets. Il m'a raconté des histoires sur l'enfance de mon père que je n'avais jamais entendues. Comment Denis était une personne différente avant de rencontrer ma mère. Comment Isabelle avait toujours été obsédée par l'image et le statut. Comment ils s'étaient lentement empoisonnés mutuellement pour devenir le gâchis qu'ils étaient. Ta sœur est le produit de leur éducation,
a dit grand-père Gauthier. Ça n'excuse pas son comportement, mais ça l'explique. Elle n'a jamais appris les conséquences parce qu'ils l'ont protégée de chacune d'entre elles. Toi, par contre, tu as appris tôt. Ça t'a rendu plus fort. Quand je suis parti ce soir-là, il m'a accompagné à ma voiture. Ne te fais pas rare, mon fils. Tu es le bienvenu ici n'importe quand. Et s'il te crée des ennuis, tu m'appelles. Je m'en occuperai. J'ai repris la route vers chez Marguerite, la tête tourbillonnante. Une maison, des terres, une vraie sécurité. La preuve qu'au moins une personne dans ma famille m'avait vu. Vraiment vu. Et avait décidé que je valais quelque chose. Le lycée était un autre genre d'enfer. Amandine m'évitait dans les couloirs, mais pas ses amis. Elle chuchotait assez fort pour que j'entende. Égoïste, dramatique, il gâche sa vie parce qu'il est jaloux. Je les ai ignorés. Qu'elles pensent ce qu'elles veulent. Monsieur Charpentier m'a pris à part un jour après les cours. Tes parents continuent d'appeler l'école, exigeant toujours que nous intervenions. Je veux que tu saches que l'administration te soutient. Tu as 18 ans. Tu fais ton travail et ce n'est pas de notre ressort. Mais ils font du bruit, menaçant de nous poursuivre pour détresse émotionnelle. Ils peuvent poursuivre qui ils veulent. Ça ne change rien. En plus, papa ne peut pas me contacter. Ordonnance restrictive. Ils font attention à ça. C'est ta mère qui passe tous les appels maintenant. Le nom de ton père n'est sur rien. Il m'a tendu une enveloppe. Ça, c'est arrivé à l'école pour toi. J'ai pensé que tu voudrais peut-être la voir. À l'intérieur, il y avait une lettre de mes parents. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. C'était 3 pages de manipulation déguisées en inquiétude. À quel point ils étaient inquiets. Comment je gâchais ma vie. Comment ils seraient prêts à payer pour mes études si je rentrais à la maison et que j'arrangeais les choses. Comment la famille était censée rester unie dans les moments difficiles. Pas un mot d'excuse. Pas une seule reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Je l'ai montré à Antoine pendant le déjeuner. Il a ri. C'est quelque chose. Ils essaient de te racheter avec des conditions. C'est toujours comme ça avec les gens comme ça. Ils pensent que l'amour est transactionnel. Tu fais ce qu'ils veulent, ils te donnent ce dont tu as besoin. Le problème, c'est que ce dont tu as besoin ne s'achète pas. Il a plié la lettre. Tu vas répondre ? Aucune raison. Ils n'entendraient rien de toute façon. Mais ils ont continué d'essayer. D'autres lettres, d'autres appels vers des numéros bloqués, d'autres tentatives par le biais de l'école et d'amis de la famille. Chaque fois, le même cycle de manipulation. Rien n'a fonctionné. 2 mois après mon départ, Amandine s'est présentée à l'entrepôt. Antoine est venu me chercher pendant mon service. Il a dit que quelqu'un me demandait sur le parking. Je suis sorti et elle était là, appuyée contre sa voiture, l'air mal à l'aise dans ses vêtements de marquer son maquillage. Nous étions entourés d'entrepôts et de semi-remorques. Elle semblait déplacée. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. « Parler. Juste 1 minute. Sans les parents. » J'ai croisé les bras. « Parle, alors. Je suis en train de rater mes cours d'été. Si je ne les réussis pas, je n'aurai pas mon bac à temps. Maman et papa sont furieux. Ils te rejettent la faute. Ça ressemble à un problème qui te concerne. Luc, allez. Je sais que j'ai merdé, mais je te demande de l'aide. Juste cette fois. Aide-moi à réussir, et je ne te demanderai plus jamais rien. J'ai ri. Tu me demandes de faire tes devoirs encore une fois, après tout ça. Et tu penses que je vais t'aider maintenant ? On est de la même famille. Non, on est parents. Il y a une différence. Une famille ne se traite pas comme de la merde. Je me suis approché. Tu as échoué parce que tu n'as pas fait le travail. C'est de ta faute. Débrouille-toi toute seule. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu vas vraiment me laisser échouer ? Je ne te laisse rien faire du tout. Tu échoues toute seule. Mais j'ai besoin de, ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter d'attendre que tout le monde règle tes problèmes. Ce dont tu as besoin, c'est de grandir. Je me suis tourné vers l'entrepôt. On a fini.
Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Les larmes ont séché rapidement, remplacées par la colère. T'es vraiment un connard, Luc. Maman avait raison sur toi. Tu es égoïste et cruel, et tu ne te soucies de personne d'autre que de toi. Cool. T'as fini? Elle est montée dans sa voiture et a quitté le parking en trombe. 3 jours plus tard, grand-père Gauthier a appelé. Ta mère est au courant pour le testament. Elle a appelé en hurlant que je la punissais et que je détruisais la famille. Je pensais que tu devrais savoir que ça va devenir moche. Comment l'a-t-elle découvert? Je le lui ai dit. J'ai pensé qu'il était temps qu'elle sache exactement où elle se situait. Elle menace de le contester. De prendre des avocats, toute la production. Est-ce que ça marchera? Aucune chance. Il a fait une pause. Mais Luc, elle va t'attaquer de front maintenant. Ne tombe pas dans le panneau. Je ne le ferai pas. Bien, mon garçon. Tiens bon. Je suis fier de toi. Il avait raison. La semaine suivante a apporté un déluge. Maman a envoyé des messages par l'intermédiaire de la famille élargie sur le fait qu'elle avait le cœur brisé. Amandine a publié sur les réseaux sociaux des messages sur les membres de la famille ingrats qui abandonnent les gens qui les ont élevés, puis agressent leur propre père avec de fausses accusations. J'ai tout ignoré, j'ai continué à travailler, j'ai continué à construire ma vie. Puis, Monsieur Charpentier a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Monsieur Charpentier a appelé un samedi matin. Luc, il faut que tu entendes ça. Tes parents viennent de quitter le lycée. Ils ont rencontré le proviseur pour essayer de forcer l'école à intervenir dans ta situation de vie. Ils ont dit que tu avais été contraint de partir par des influences extérieures. Laissez-moi deviner, mon grand-père. Exactement. Ils prétendent qu'il t'a manipulé pour que tu déménages afin de pouvoir les exclure de son testament. Ils veulent que l'école documente que tu es exploité. J'ai ri. C'est créatif. Ça s'améliore. Le proviseur leur a dit que l'école n'a aucune juridiction sur ta vie personnelle et que tous les documents montrent que tu es parti volontairement après avoir eu 18 ans. Ta mère a menacé d'aller voir les médias pour dénoncer le fait que l'école ne protège pas les élèves des prédateurs familiaux. Elle met vraiment le paquet. Elle est désespérée. Après avoir raccroché, je suis resté assis, pensant à jusqu'où ils étaient prêts à aller pour maintenir leur version de la réalité. Il ne s'agissait pas de moi. Ça n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de contrôle. Lundi soir, Marguerite m'a demandé si je voulais dîner avec elle. Nous avions pris l'habitude, 1 ou 2 fois par semaine, de manger ensemble ce qu'elle préparait, en parlant de choses et d'autres. Ce soir-là, elle a fait un pot-au-feu. Tu es ici depuis 6 mois maintenant, a-t-elle dit. Ça semble plus long, dans le bon sens. Comme si tu avais toujours été là. Merci d'avoir tenté votre chance avec moi. Ce n'était pas une chance. Tu es arrivé avec le premier mois de loyer en liquide et une éthique de travail. Je savais que tout irait bien. Elle a fait une pause. Tu as des nouvelles de ta famille. Ils font du bruit. Mais ça ne marchera pas. Bien. Qu'ils en subissent les conséquences. L'été a laissé place à l'automne. Je me suis inscrit en cours du soir dans un IUT, utilisant mon emploi du temps de travail pour accumuler des crédits en vue d'un diplôme en gestion des entreprises. Je me suis dit que si je devais gravir les échelons, autant avoir l'éducation pour le justifier. Amandine a raté ses cours d'été. Elle a dû redoubler sa classe de première. J'ai entendu dire qu'elle me reprochait d'avoir gâché sa vie, racontant à qui voulait l'entendre que je l'avais saboté exprès. Les poursuites contre mon père ont avancé lentement dans le système. Son avocat a réussi à faire réduire l'accusation à des voies de fait simples grâce à une procédure de plaidé coupable, mais il a quand même dû faire des travaux d'intérêt général, suivre des cours de gestion de la colère, et l'ordonnance restrictive a été maintenue. J'ai appris par la famille élargie qu'il était furieux, que maman essayait d'arrondir les angles avec les proches en racontant des histoires sur la façon dont je l'avais provoqué. Peu importe. Le tribunal avait les vidéos. La vérité était consignée. Décembre est arrivé. Grand-père Gauthier a appelé la veille de Noël. Joyeux Noël, Luc. Un paquet est en route. Il devrait arriver demain. Tu n'avais pas à m'offrir quoi que ce soit. Si. Tu es la seule famille qui vaille la peine d'être célébrée.
Le paquet est arrivé le matin de Noël. À l'intérieur, il y avait un nouveau manteau d'hiver, une carte cadeau pour le supermarché, et une lettre. Luc, je suis plus fier de toi que je ne l'ai jamais été de quiconque. Tu vas faire de grandes choses. L'argent sera à toi quand je ne serai plus là, mais tu as déjà prouvé que tu n'en as pas besoin. Tu t'en sortiras très bien avec ou sans. C'est ce qui te rend digne de le recevoir. Avec tout mon amour, grand-père Gauthier. J'ai souri et j'ai posé la lettre sur mon bureau, à côté d'une photo que Marguerite avait prise de nous à Noël. Le semestre de printemps a commencé à l'IUT. J'ai déclaré ma spécialité. J'ai fait un plan pour intégrer une école de commerce. J'ai finalement commencé à penser à long terme. La vie n'était pas parfaite. Certains jours étaient difficiles. Certaines nuits, je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Mais ensuite, je me réveillais dans ma chambre chez Marguerite, j'allais au travail où les gens me respectaient, je rentrais chez moi dans le calme et la paix, et je me rappelais que c'était mieux. C'était à moi. Maman a envoyé une dernière lettre en avril. À l'intérieur, il y avait une photo de moi enfant, peut-être 6 ans, à mon premier tournoi de lutte. Au dos, elle avait écrit « Nous sommes désolés. Nous t'aimons et nous espérons qu'un jour tu pourras nous pardonner. » J'ai mis la photo dans un tiroir et j'ai continué ma journée. Peut-être qu'un jour je leur pardonnerai. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça n'avait pas d'importance.